ready and open. I feel fuller of your love than ever before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, petit podcast à l'orée des vacances si je puis dire, parce que jusqu'alors j'ai peu de temps finalement pour continuer mes pérégrinations à Gérardmer, qui sont au demeurant très bien passées puisque j'ai vu 15 films en 3 jours, ce qui est plutôt pas mal, mais je pense que je prendrai un moment pendant les vacances pour revenir sur la dernière partie de mon carnet de bord, alors qui de fait va être un petit peu éloigné des séances en question, mais j'avais quand même envie de l'achever. En attendant, j'ai pu découvrir un film hier soir qui m'a profondément marqué, et dont j'avais envie de vous parler, alors qui sortira malheureusement je ne sais pas quand, mais j'avais envie de vous intimer à le découvrir, tout en sachant évidemment que, j'espère en tout cas, parce que je dis à chaque fois que la vidéo sera relativement courte, là je vais essayer qu'elle soit relativement courte pour essayer de ne pas trop creuser. Moi j'ai découvert le film en sachant finalement rien du tout, ou très peu en tout cas, sur les conseils de ce cher ami Olivier, qui de fait m'en avait parlé puisqu'il l'avait vu à Gérardmer, et qu'il est lauréat du Grand Prix, mais également de plusieurs prix à Gérardmer l'an dernier, donc en 2020. Et pour le coup, j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en détail, et quand même, encore une fois, je resterai assez nébuleux sur l'ensemble pour éviter d'en révéler trop et de vous faire un petit peu, que vous puissiez vous faire balader par le film et juste simplement vous intriguer pour la découverte de cette œuvre pour le moins étrange. J'en ferai quand même une toute petite séquence spoiler à la toute fin un peu de la vidéo, très peu de temps, mais j'avais juste un petit truc que je voulais mettre en avant que je trouvais encore plus intéressant, et pour ceux pour le coup qui auront découvert le film, donc je vous intime à ne pas écouter cette partie-là, mais je la signalerai bien sûr juste avant, mais il me paraissait important de poser un petit truc à la fin qui, me semble-t-il, est un truc assez unique et qui m'a pour le coup beaucoup bluffé. Dès lors, il va être donc question de Saint Maud, réalisé par Rose Glass. C'est son premier film qu'elle a à la fois écrit et réalisé avec l'incroyable, alors j'espère que ça se prononce comme ça, Morphy Clark, qui interprète le rôle donc de Maud. Alors c'est un film, c'est très compliqué de le classer dans un genre à part entière, parce que c'est un thriller psychologique, c'est un drame psychologique, c'est un drame horrifique, c'est dans une certaine mesure un film de possession, ou en tout cas qui joue avec les codes du film de possession, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur le fait que, pour moi, alors, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il en est, si c'est vraiment l'envie, la note d'intention de la réalisatrice, mais pour moi, je reconnais beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de Friedkin dans cette œuvre-là. Alors, pas simplement parce que je parle de film de possession et qu'évidemment on peut faire un pont avec l'Exorciste, d'autant plus que c'est notamment une des accroches qu'il y avait cité de je ne sais plus quel magazine pour le film, qui était de le mettre en lien avec l'Exorciste et Carrie, mais pour le coup, Carrie, j'y vois beaucoup moins de sens. Alors il y a des éléments, mais ça reste quand même pour moi assez artificiel. Par contre, l'Exorciste, je trouve que dans la mesure, au-delà en fait du concept même de l'Exorciste, je trouve que dans la démarche, il y a quelque chose de très similaire avec Friedkin, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on va suivre l'histoire de Maud, qui est une jeune femme, infirmière qui a travaillé en hôpital, semble-t-il. On le voit à travers une première image, en la voyant couverte de sang, à côté d'un cadavre sur un lit d'hôpital, avec sa chevelure qui tombe au sol pour le coup, avec ce sang qui coule abondamment. Image assez mystérieuse, mais qui verra une explication un petit peu plus tard, alors qui reste finalement assez nébuleuse, mais c'est bien parce que justement Rose Glass se permet de conserver le mystère autour de pas mal d'éléments du film, et ça c'est assez fascinant, quand bien même elle les évoque et elle les creuse, mais encore une fois sans les rationaliser. Et Maud, pour le coup, alors il semble qu'elle ait un souci quand même, elle est très pieuse et elle semble en contact avec Dieu, qui prend soudainement possession de son corps dans des sortes de transes très étranges, alors qui ramènent évidemment à des phénomènes de corps qui sont finalement assez symptomatiques des crises d'hystérie, et elle se tord dans tous les sens, et à ce moment-là, on est dans cette ambiguïté entre cette souffrance de cette torsion du corps, donc il y a quelque chose du body horror ici évidemment, et puis l'orgasme, puisqu'il y a véritablement une sorte de consommation d'un acte sexuel entre elle et ce divin qui semble l'habiter. Et pour le coup, elle va donc se retrouver chargée, parce qu'elle de fait elle est devenue infirmière à domicile, de s'occuper d'une ancienne danseuse qui est atteinte d'un cancer à une phase très très avancée, et qui donc est paralysée des deux jambes, et donc elle va venir s'occuper d'elle pendant ces dernières années, ou ces derniers mois en tout cas de vie. Et elle va se donner comme mission, par le biais en tout cas une fois de ce contact très étrange, très intime qu'elle a avec le divin, de laver son âme de cette femme qui pour le coup qui fait beaucoup d'excès, parce que finalement elle profite de ces derniers moments de vie, parce qu'elle sent finalement la mort s'approcher, donc elle fume, elle boit,
Elle, pour le coup, elle couche avec une jeune femme qu'elle paye, justement. Donc, elle s'adonne à plein de vices, si vous voulez. Alors, je mets ça entre guillemets, hein, des vices du point de vue de Maud, encore une fois, qui est très pieuse. Et Maud se donne comme mission, par l'intermédiaire, encore une fois, de ce divin avec lequel elle est en contact, de préparer le salut de sa protégée. Donc, on part effectivement sur ce postulat assez étrange, finalement. Assez unique, je trouve, parce que c'est un truc, moi, que j'ai jamais vu, et encore une fois, comme j'en avais lu très peu dessus, je suis juste allé le découvrir comme ça, je me suis vraiment laissé embarquer dans l'histoire. Alors, le film prend beaucoup son temps, et c'est vraiment agréable, parce que ça pose vraiment une ambiance, c'est très pesant, c'est très, il y a quelque chose d'assez sordide, d'assez glauque, et l'intérêt, c'est que c'est un vrai film fantastique, c'est-à-dire qu'on joue fondamentalement sur ce que Zventan Todorov considère comme étant la base du fantastique, c'est-à-dire l'hésitation. On est sur une hésitation constante entre ce qu'on est en train de voir à l'image, est-ce que c'est rationnel, est-ce que ça a une explication rationnelle ou pas. L'idée de nous plonger, si vous voulez, dans la perception, on est toujours un petit peu sur les leitmotifs de la chaîne, hein, c'est pour mon amour en tout cas du fantastique, c'est de dire que le fantastique, c'est cette hésitation, c'est cette inquiétante tranchée, cette fine différence encore une fois qu'il y a avec le réel, qu'on me projette à travers un point de vue différent et biaisé de la réalité. Et là, effectivement, Rosga, elle nous plonge dans le point de vue de cette jeune femme, dont pour le coup on est dans l'hésitation, est-ce qu'il est véritablement biaisé ou est-ce qu'il est véritablement en contact avec une entité, alors quelle qu'elle soit ensuite, elle pour l'instant elle interprète au départ en tout cas comme étant Dieu, on ne sait pas du tout, et c'est très étrange. Alors ce truc-là il est rendu vraiment très fort, cette hésitation-là, notamment dans les quelques crises qu'elle peut avoir, c'est encore une fois ces crises de transe assez violentes, ces transes pardon, qui sont des crises hystériques, hein, qui sont assez violentes, dans lesquelles encore une fois elle va tordre son corps dans tous les sens, c'est pour ça que je vous parlais de body horror tout à l'heure, hein, il y a quelque chose du body horror, qui ramène évidemment à l'exorciste sur pas mal de points dont je parlais tout à l'heure, avec ce corps qui se tord dans tous les sens, avec cette souffrance qui semble émaner de la crise, mais en même temps, et paradoxalement, elle semble ressentir un grand plaisir. Il y a ce côté évidemment très sexuel qui se joue, très orgasmique à ce moment-là, et qui est renforcé, là, si vous voulez, l'inquiétante tranchée, l'angoisse, le malaise, va émaner de ces petits détails en fait, qui vont faire qu'on a une crise qui finalement paraît assez plausible, psychiatriquement parlant, si je puis dire ça comme ça, mais en même temps, il y a des éléments visuels, notamment des petites incursions de numérique, mais très discrètes, qui vont amener des torsions du visage, entre autres, qui sont extrêmement étranges, qui ne sont pour le coup pas du tout en cohésion avec la réalité. Et là, ça devient très dérangeant. Il y a notamment un travail sur les yeux, ce trait du visage, sur encore une fois, des étirements de certaines parties du visage qui semblent se faire de manière spontanée, si je puis dire, et qui rendent la chose vraiment bizarre. Et chaque crise, donc, il y a cette apparence de réalité, et en même temps, ces petites choses qui font que ça biaise le truc, et que toi, quand tu regardes ça, tu te poses vraiment la question, est-ce que véritablement ce personnage est atteint d'un mal psychiatrique ou pas? Donc c'était cette hésitation, encore une fois, le fantastique, je rappelle, comme je disais tout à l'heure, c'est une hésitation. Dès lors qu'on a une explication rationnelle, le fantastique disparaît. Si on a une explication qui est irrationnelle et qui est un ajout supplémentaire, si vous voulez, aux lois de la nature qu'on connaît, pour le coup, on bascule dans autre chose, dans le merveilleux, dans la fantaisie. Donc il faut rester sur cette hésitation. Alors bien sûr, et là je ne spoil pas, j'en parlerai un tout petit peu dans la partie spoiler à la fin, je prendrai vraiment quelques minutes pour ça. À la fin, on a une réponse dans une certaine mesure qui est tranchée. Mais Rosgas a l'intelligence de créer quelque chose qui fait que finalement cette réponse, quand même elle est relativement évidente et posée de manière évidente, ça n'empêche pas qu'elle va se permettre des choses. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est qu'on est dans cette tension continuelle. À côté de ça, on a un formidable portrait de femme, et ça c'est important de le noter. Alors, je parlais tout à l'heure de Morphine Clark, qui est une actrice absolument incroyable, qui a plusieurs facettes, et ça je trouve ça juste dingue. Alors elle porte déjà le film sur ses épaules, il n'empêche que toutes ces... parce que pour le coup c'est un film qui est très féminin globalement. J'ai oublié de dire au départ, c'est produit par A24, pour moi c'est déjà un gage de qualité. Mais pour revenir à ces portraits de femmes, parce qu'il y a plusieurs portraits de femmes, le portrait de Maud étant le principal, mais si vous voulez, c'est un film qui est très féminin en termes de casting. Il y a 3 personnages masculins, il me semble, qui sont des personnages assez antipathiques, qui ne sont drivés finalement que par le sexe en fait, et qui servent des femmes autour d'eux comme des objets. Donc c'est des personnages profondément antipathiques et détestables, et encore une fois ils sont très peu présents dans le récit. Ils rentrent comme ils sortent, mais bon, l'idée, il y a quand même des scènes fortes avec, je pense à un passage au centre du film où il y a une scène de sexe que je trouve extrêmement dure aussi, extrêmement choquante. Mais voilà, toujours est-il que là on a des portraits de femmes, et ce personnage qui est de Maud, qui est interprété donc par cette jeune actrice, est absolument incroyable, d'autant plus que vous le verrez, et là je vais rester encore très neutre sur ce truc-là,
elle interprète quasiment 2 personnages, et ça c'est très intéressant, puisque le personnage de Maud, vous allez voir hein, très très vite ça pour le coup, mais je rentrerai pas dans les détails sur après le pourquoi et du comment, mais ce personnage-là, il a un passé particulier, et elle s'appelle Maud, mais avant elle s'appelle, il me semble, alors je vais peut-être me tromper, j'espère ne pas me tromper sur le prénom, mais il me semble qu'à l'origine elle s'appelle Cathy, ou en tout cas d'autres personnages l'appellent Cathy, et on découvrira ce deuxième personnage à un moment du récit, qui est une même personne mais avec 2 facettes si vous voulez, et c'est très intéressant de voir que finalement quand elle change en fait, comment elle change de personnalité si je puis dire, et qu'elle sert vraiment 2 rôles qui sont finalement la même personne mais à 2 stades si vous voulez de son existence, tout ça étant conditionné bien sûr par l'avènement de cette religion dans son histoire. Donc elle est absolument fascinante cette actrice, et elle est hypnotisante, son jeu, et elle est à la fois terrifiante et à la fois extrêmement touchante, et c'est absolument dingue. Je voulais faire aussi un petit passage sur la question de la violence aussi rapidement, parce qu'il y a un traitement de la violence que je trouve extrêmement fin et subtil, c'est-à-dire que le film, vous allez voir, finalement est assez peu graphique, il y a un travail sur la suggestion qui est dingue, et je trouve justement que pour un premier film, la suggestion c'est quelque chose de difficile à rendre, parfois mieux vaut montrer un petit peu qu'on n'est pas forcément expérimenté, il me semble, parce qu'on peut au moins avoir un effet assez direct quand même, alors quand même il est pas forcément extrêmement puissant, parce que je pense qu'une dialectique, monstration, suggestion, c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais là, ce qui est très très fort pour le coup, c'est que pour un premier film, elle arrive à gérer à la perfection la suggestion, même si parfois elle est un petit peu graphique évidemment, mais dans l'ensemble, elle reste quand même très dans la suggestion. À l'image par exemple de cette séquence, alors pour le coup je la spoil pas puisqu'elle est dans le trailer, où pour expier un certain nombre de péchés qui vont être amenés qu'elle va expérimenter à un moment du film, elle va se fabriquer en fait pour expier des semelles avec des morceaux de carton qu'elle va mettre dans ses chaussures et qu'elle va darder de punaises, et elle va se mettre à marcher dans la rue avec ça, et c'est un plan hein, qu'on voit vraiment dans la bande-annonce, et cette séquence-là, on ne voit absolument rien, il n'y a pas une goutte de sang, mais elle est d'une puissance absolument atroce, alors dans la mesure en plus où les quelques éléments de violence graphique sont des éléments de violence auxquels il est très facile de s'identifier. Parce que, évidemment, quand vous voyez un film d'horreur gore au sens où on a un excès, où on sombre dans le grotesque, alors moi j'adore ça, évidemment, ça peut être très ludique, très jouissif, très cathartique, mais je trouve que là, ce qui est très intéressant, c'est, pour en tout cas s'identifier vraiment, vous voyez un personnage se faire exploser la tête dans un film, c'est plus difficile de se rendre compte du sentiment, de la sensation, pardon, de l'explosion de tête, évidemment, que de voir un personnage, par exemple, s'arracher un ongle ou autre chose, qui sont des choses qui, potentiellement, soit vous les avez déjà vécues, soit il est assez facile, encore une fois, de se figurer cette souffrance-là, ou même de la ressentir. Et ben là, pour le coup, sur le truc des chaussures, c'est exactement ça. C'est très facile d'imaginer la souffrance que ça peut être, et des petites séquences comme ça, il y en a un petit peu partout. Et ce sont des petites fulgurances, encore une fois, parce que le film reste finalement assez peu violent, j'entends graphiquement, parce qu'il y a une vraie violence psychologique qui fait que pour moi le film je le trouve extrêmement dur et traumatisant. Mais pour le coup, voilà, ces séquences de violence graphique et physique, je trouve qu'elles fonctionnent extrêmement bien parce qu'il y a une gestion, je trouve, qui est au cordeau, qui est vraiment brillante de la suggestion de ces souffrances. Donc voilà, le potentiel horrifique aussi, il est ici, dans cette manière de gérer la violence, les sévices que se fait subir le personnage principal pour expier. C'est extrêmement dur. Petite séquence spoiler dès lors, donc si vous voulez découvrir le film, et si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à vous arrêter ici, et aller le voir absolument immédiatement, ou d'attendre qu'il sorte en salle, parce que ce qui serait mieux c'est de pouvoir le voir en salle, évidemment, parce que c'est un film qui vaut le coup, et moi j'y retournerai évidemment pour le découvrir. Donc je vais juste spoiler quelques minutes, donc fuyez à grandes enjambées et allez découvrir le film, ou attendez qu'il sorte en salle, ce qui est encore mieux. Dans tous les cas, voilà, je vais spoiler un tout petit peu. On est prêt ? C'est parti. Juste petit passage sur la fin, puisqu'à la fin, évidemment, je vous disais qu'elle tranche, et de fait, elle tranche clairement, Rose Glass, en posant l'idée, vous avez un face-à-face à la fin entre le personnage de Maud et cette femme dont elle s'occupe, qui va lui révéler que tout ça, jusque depuis le début, était, même si, attention, comme Rose Glass vous fait voir ce que voit, évidemment, elle vous glisse dans la perception, elle vous plonge même dans la perception du personnage de Maud, on joue sur des fausses pistes, et pour le coup il y a même une scène quand même qui sont des scènes qui sont très explicites, notamment il y a une lévitation qui ramène évidemment à l'exorciste pour cette séquence là. On entend la voix de Dieu ou de cette entité qui lui parle à une reprise, on a vraiment un dialogue avec elle, un échange avec cette voix, donc on joue vraiment sur ça, et puis il y a pas mal d'autres hallucinations qu'elle peut avoir, mais il se révèle à terme que ce sont des hallucinations. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que à ce moment-là de retourner de manière extrêmement directe dans le réel, dire ça y est c'est terminé, tout ça n'était des hallucinations, paradoxalement, Rose Glass va plonger, c'est là qu'elle va faire intervenir sa séquence la plus fantastique, qui est une séquence de pure possession, qui est très très courte, mais qui est très intense, où on a vraiment ce personnage qui se et qui, pour moi, je la trouve véritablement terrifiante, parce que, pour le coup, cette révélation du poteau rose qui est de vous dire, tout ça, c'est psychologique, tout ça, c'est
dans la tête, dans l'imaginaire, et dans, si vous voulez, c'est pathologique, c'est les symptômes de la pathologie qu'a le personnage de Maud. Alors en plus c'est intéressant parce que vous avez cette idée que la religion est une thérapie dans un premier temps pour Rose, et elle devient la maladie ensuite, puisque c'est par ça qu'elle est contaminée et bouffée progressivement. Quand même le film à terme justement a cette démarche quand même très spirituelle sur plein de points, c'est assez marrant parce qu'il y avait vraiment de la nuance, du paradoxe, il y a quelque chose de très ambigu dans le film sur ça, et en même temps de très radical, et pour le coup à ce moment-là on a une vraie séquence visuellement fantastique, spectaculaire si je puis dire, vraiment avec quelque chose qui ramène évidemment à toute imagerie du cinéma de possession. À ce moment-là, pile au moment où on révèle que tout cela n'était que finalement des hallucinations, comme si encore une fois le mécanisme de défense de cette jeune femme qui ne veut pas inconsciemment reconnaître ça se manifestait de plus belle et devenait de plus en plus intense pour convaincre encore une fois, et ce qui va fonctionner, l'existence de tous ces fantasmes, de toutes ces fantasmagories, de toutes ces hallucinations concrètes. Donc là on arrive véritablement à ce moment-là dans une véritable séquence fantastique, et mine de rien quand même on est certain que tout ça n'est qu'une hallucination parce que c'est posé de manière assez claire. Ça, il suscite encore, elle arrive quand même malgré tout, et c'est ça qui est très fort, à conserver cette idée de l'hésitation, et ça je trouve ça assez dingue. À plus forte raison avec cette séquence de fin, enfin ce plan de fin que je trouve absolument incroyable et qui moi va rester, je pense, gravé sur ma rétine très longtemps parce que je la trouve à la fois extrêmement beau et poétique et en même temps profondément tordu et profondément traumatisante. Tu vois, ça se fait des images un petit peu comme je peux voir dans Midsommar d'Ari Aster, notamment avec la séquence, vous savez, de la falaise, qui pour moi est quelque chose qui est très fort, vraiment très 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 fort, fortement ancré sur ma rétine, et une image que je me rappellerai je pense toute ma vie. Là pareil pour cette séquence-là, parce que elle couple ce côté extrêmement glauque, en même temps elle est très belle, en même temps elle insuffle quelque chose d'émotionnel, de très puissant, et aussi quelque chose de spirituel finalement, de fondamentalement extrêmement puissant. Donc il y a tous ces paradoxes en fait qui s'imbriquent les uns dans les autres, et ça fait que justement ce film qui est, en termes de discours, en termes graphiques, extrêmement paradoxal, finalement tout s'accorde, ces paradoxes créent une sorte d'unité, et je trouve ça assez fou, assez dingue. Et ça me ramène justement pour terminer à William Friedkin, parce que pour moi finalement, je sais pas encore une fois si c'est quelque chose d'avoué de la réalisatrice, si elle parle français et que peut-être elle vient dans le coin, sait-on jamais, mais je pense que je vais lire aussi un petit peu plus à ce sujet, puisque là c'est finalement assez à chaud ce que je vous dis, mais moi pour moi il y a quelque chose vraiment de très proche du cinéma de William Friedkin, au-delà encore une fois de l'exorcisme et du lien justement avec la possession pour le coup, qui est présent ici, même si elle joue justement avec les codes de possession du film de possession pour mieux s'amuser avec vous et détourner ces codes, etc. et s'en amuser. Et vous perdre aussi, de manière assez labyrinthique. Là, ce qui est très intéressant, c'est que moi je trouve dans ce travail sur la question de la réalité, parce que c'est un truc qui irrigue, si vous voulez, si je puis dire, la filmographie de Friedkin, je trouve qu'elle le fait de manière extrêmement intéressante et extrêmement vicieuse, perverse, comme le fait en fait extrêmement bien Friedkin, qui a parfaitement compris que le cinéma par définition c'est l'art du mensonge et de la manipulation. Et je trouve que Rose Glass, avec beaucoup, dans une certaine mesure, de poésie, avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de subtilité, et en même temps de manière très radicale, rentre dedans, elle a cette capacité à nous manipuler, à jouer avec les images, à jouer avec ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous montre pas, quelque chose qui est de l'ordre du jeu de ce que fait Friedkin. Et je trouve ça assez dingue, et je trouve qu'il y a quelque chose de cet héritage-là. Alors, encore une fois, ce serait à discuter avec elle, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun, d'autant plus que Friedkin joue cette manipulation, il est toujours très ambigu et très nuancé, et il y a quelque chose fondamentalement de très spirituel parfois chez Friedkin, parce qu'il y a quelque chose, évidemment, par exemple dans l'exorcisme, de fondamentalement spirituel, quand bien même il y a quelque chose de fondamentalement assez anticlérical aussi. Mais c'est les atermoiements et les paradoxes de l'individu qui est Friedkin, et je trouve que pour le coup Rose Glass est très proche de ça. Puis dans sa manière aussi de filmer, notamment la violence, tout ça, elle a quelque chose d'assez froide en fait, d'assez clinique, alors qui me ramène un petit peu à Cronenberg aussi, mais également pour le coup à Friedkin. Donc c'est vraiment assez incroyable, parce que je trouve que pour moi c'est un compliment de la comparer à Friedkin, parce que ça montre à quel point il y a une maîtrise chez cette réalisatrice là, quand bien même c'est son premier film, sa première œuvre. Donc voilà, j'en dirai pas plus, je ferme la section spoiler, je me rends compte que j'avais dit que ce serait assez court, en réalité ça fait 20 minutes quoi dessus, mais voilà, j'avais quand même plein de choses à vous dire, parce que le film moi m'a marqué, j'avais envie de vous en parler, parce que ça me permet aussi d'exorciser ce petit trauma que ça a été, parce que pour moi ça a été un petit trauma, et j'adore avoir des petits traumas, donc peut-être du masochisme, je ne sais pas, mais moi j'adore ça, parce que ça m'amène à réfléchir, à penser. Donc le film m'a complètement fasciné, je pense que je le reverrai assez vite, parce que j'ai envie de revoir et de me replonger dedans, et de le voir avec un œil un petit peu différent. Donc surtout Sainte Maud, allez le découvrir, c'est vraiment un film assez fou, moi c'était une petite claque dans la gueule,
Donc ce que j'espère bien sûr, c'est qu'on pourra le voir au cinéma. Moi j'aimerais le revoir au cinéma. Donc j'espère qu'en tout cas ce petit échange, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous aura soit donné envie d'aller le voir, soit envie d'aller le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu, soit que ça vous aura donné des pistes, ou que finalement ça vous aura permis justement de confirmer certaines idées que vous aviez. Si vous avez d'autres idées au passage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger et débattre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, de bonnes vacances pour ceux qui commencent ou qui y sont encore, une bonne reprise pour peut-être ceux qui vont reprendre très bientôt, malheureusement si je puis dire, mais bon, on en profite maintenant, donc nous on est en vacances pour le coup dans cette zone. Et puis je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, des bisous, salut.